ça pourra remplacer l'enregistrement de la plénière, qu'on n'a pas eu. J'ai fait ma même petite présentation. Nickel. Bon. Yes, quand tu veux. Ok. Alors, du coup, je vais m'appuyer un peu sur la présentation qui avait été faite à la plénière pour présenter TKGI. Du coup, TKGI, c'est pour Tanzu Kubernetes Grid Integration, et c'est une surcouche qui a racheté VMware pour manager la création et le lifecycle de cluster Kubernetes en général. Donc, plutôt que de se débrouiller à monter un cluster Kubernetes, on passe par TKGI qui va créer les clusters en s'appuyant du coup sur les technologies VMware existantes, donc le CXC Echo, que je vais montrer après petit à petit. Mais du coup, il s'appuie là-dessus pour automatiser la création de clusters. Quand il y a besoin de faire des mises à jour, c'est pareil, c'est lui qui va le gérer. Donc c'est assez, ça passe bien jusque-là. Et ça permet aussi d'ajouter des nœuds et autre chose. Donc vraiment, il y a une petite surcouche en plus par rapport à ce que Kubernetes propose. Du coup, pour la partie infra, je vais commencer à partir de là. Donc là, c'est un schéma sur la partie qu'on a sur la gauche, qui est la partie de management. Donc, ça va être toutes les tools, donc Ops Manager, Bosch, qui sert justement à la création de VM, au lifecycle de la VM, donc aussi à la mise à jour. PKS, qui est maintenant TKGI, qui est du coup là où on va créer les plans, tout ce genre de trucs qui va vraiment, c'est lui qui va aider à la configuration du cluster. C'est lui qui va dire, bah, tiens, en fonction de tel plan, les VM auront telle taille, il y aura tant de VM, ce genre de choses, et Arbor qui est la registrée. Donc voilà, on a un autre vCenter à côté pour tout ce qui est workload, où du coup, quand TKGI va créer les VM, ça va aller sur ce vCenter-là, sur un cluster dédié à TKGI, où du coup les VM vont être dispatchés entre des AZ qu'on aura configurés. Les AZ correspondent grosso modo à des sites. Donc actuellement, on a le site EMA, le site IN. Du coup, on a des AZ qui créent sur EMA, sur IN, et après la troisième VM, elle est dispatchée entre les deux en fonction de la charge. Donc ça, on va faire un petit tour de la partie admin. Juste une question, le nombre de serveurs qui sont dessinés sur le schéma, c'est juste Wait. Qu'est-ce que tu entends par nombre de serveurs qui étaient... Ouais, en bas, là, tu as des sortes de pizzas, des bezels de serveurs en dessous. Le truc du bleu, là, en bas. Là? Ouais, ceux-là. Ah non, non, c'est pas juste du tout. Ah, là, c'est vraiment représentatif. En fait, là, c'est juste pour représenter tu as la partie physique. Ouais, mais du coup, c'est quoi le nombre de serveurs physiques actuellement, il y en a 8. Tu as 4 sur EMA, 4 sur IN. Et du coup, tu as les VM qui sont dispatchés entre ces deux groupes, EMA et IN. Et après, tu en as toujours. En fait, tu as toujours le TKG, il fait créer les VM de Kubernetes, il les fait dans l'ordre. Genre, mettons, tu as 3 masters, il va en créer une sur EMA, une sur IN, la troisième, il la dispatche entre les deux. Ouais. Après, il passe à la partie workload. Mais du coup, tes 8, c'est cluster management ou c'est 8 Non, c'est 8 juste pour le workload. Donc ça, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le portail. J'ai toujours du mal avec cette fenêtre à la noire. Ça, je m'en fous. Commande fréquente. Oui. Alors, du coup, là, vous avez la vue sur le vCenter de workload. Donc, il y en a un autre où il y a les VM de management, comme je disais, TKG, Oxman et tout. Donc là, donc on a le vCenter. Dedans, on crée un cluster. Sur ce cluster, on rattache tous les autres. Donc ça, tout ce que vous voyez là, VM, TKG, 1, 2, 3, 4, EMA 1, 2, 3, 4. Ça correspond, du coup, c'est du physique. Ce sont des serveurs physiques qui sont dispatchés entre les sites. Donc, comme ça a été nommé, il y en a 4 en IN, 4 en EMA. Comme je le disais également, les AZ, donc ça correspond à des ressources pool, sont créées aussi ici. On les indique dans TKG, donc ça je vais vous montrer après aussi comment c'est configuré. Et du coup, en fonction du nombre de VM qu'il y a dans le cluster, lui il va en créer une à chaque fois, genre sur la première AZ, la deuxième, la troisième, il va repartir après sur la 1, sur la 2, sur la 3.
Donc là, ce qui signifie que pour un cluster Kubernetes où il y a 3 masters de base, et après il y a minimum 2 workers, et après ça va jusqu'à 10, bah, typiquement, il va créer un master sur la 1, un master sur la 2, donc ça sera un sur le CTN, l'autre sur le CTMA, et la troisième qui aura en fait qui pourra aller sur tout, sur n'importe lequel en fait. Donc ça c'est fonction de la charge. Si il y a une forte charge sur Emma à un moment donné, bah, ce troisième, il ira la mettre sur le site. Du coup, AZ, ça veut dire Affinity Zone. C'est Availability Zone. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie vCenter, donc partie physique et les VM où elles vont se dispatcher. Ça direct. Ouais. Je vais revenir après. Donc du coup, donc ces VM sont créés par ce magnifique outil, qui est en soi aussi une VM qui est Ops Manager, qui en fait va permettre de déployer ce qu'ils appellent des tuiles. Donc en fait, de base, Ops Manager va avec Bosch. Bosch, on va lui indiquer justement les vCenters sur lesquels il va pouvoir aller créer les VM. Donc là, on voit le vCenter sur lequel il y a les celles de management, le vCenter sur lequel il y aura le workload. On lui indique les availability zones comme je l'ai indiqué. Donc le AZMGT, c'est typiquement pour le management et il n'ira jamais créer des VM de clusters Kubernetes dessus. On séparer bien les deux pour éviter de mixer, pour qu'il y ait un problème de l'un, ça n'impacte pas l'autre. Pareil pour la partie network, on lui indique en gros ce qui va faire office de network club pour le MGT principalement. Et du coup, le MGT, pour tout ce qui est VM de management, le réseau, c'est du classique, c'est du legacy, c'est des VLAN. Pour la partie workload, on se base sur NSXT, qui est le réseau virtualisé. Donc ça, je vais y venir après quand je montrerai sur la partie TKGI, ce que ça implique aussi de l'autre côté. Donc après, ici, on indique on a assigné AZ à des networks. Donc là, on lui dit que pour le management, bah, c'est le réseau de management. Donc ça reste côté management. Il n'y a rien. Pour la partie Bosch, on s'en tient à ça. On lui dit juste où est-ce qu'il va créer les VM et sur quoi vont s'appuyer les VM de management. Du coup, une fois que ça a été déployé, on peut déployer en important des fichiers qu'on peut récupérer, c'est sur Pivotal Download Network. Ils mettent à disposition tout ce qui est les applications. Donc, on récupère l'application TKGI. On va récupérer aussi l'application Arbor pour la registrie. La partie du coup TKGI, là, on va rentrer un peu dans des trucs assez sympas. Donc, on lui indique sur quel réseau et quel AZ il doit se baser, donc ce qu'on a fait juste avant avec Bosch. Donc là, rien de bien palpitant. La partie API, ça dit juste pour TKGI, pour l'API, comment on va venir la taper, quel est le nom. Donc en fait, typiquement, quand on aura tout à l'heure, quand on devra se connecter à un cluster, on se connectera avec la commande TKGI, on lui donnera le nom de l'API, donc le nom qu'on a configuré juste au-dessus, et un certificat. Et du coup, ce certificat, tout ça est créé sur la partie TKGI API. Et là, après, nous avons ce que nous appelons les plans. Et les plans, c'est ce qui va définir la taille du cluster, du coup, jusqu'à combien de VM il peut aller, mais aussi le sizing des VM. Donc là, typiquement pour pour le plan 1, ça sera un plan small avec 3 masters de base qui seront sizés avec 2 CPU, 4 Go de RAM. On lui indique sur quel AZ il peut aller se déployer. Pardon. Donc là, on lui dit, tu peux, pour la partie master, aller te mettre sur la 1, 2, 3. Donc, ce qui veut dire qu'il ira se mettre sur le CTN, sur le CTMA, et là, un mix INMA, comme je le disais, en fonction de la charge. Là, on attaque après pour la partie des workers. Donc, les worker nodes, ici, on lui indique qu'il peut aller jusqu'à maximum 10 et minimum, c'est 2. Donc, comme ça, de base, quand un cluster se crée, il a automatiquement un worker sur le CTMA, un worker sur le CTN. Comme ça, on est tranquille, si un site qui tombe, il y a toujours un autre worker qui travaille sur l'autre site. En dessous, on a pareil la partie du sizing des VM. Et du coup, ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'allait pas jouer sur le nombre de workers possibles pour tous les plans, que ce soit large, small, medium ou autre. Ça sera toujours 3 masters minimum, pour que ça soit réparti un peu partout. Ça sera toujours 2 workers minimum et ça va toujours jusqu'à 10.
Là où ça va changer, ça va être en fait sur la taille des VM. Donc en fait, ça va être en fonction du projet qui est prévu pour Kubernetes. Si, admettons, c'est un projet qui nécessite des containers qui demandent beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, ben dans ce cas-là, on s'orientera plus vers un plan médium où ça sera potentiellement, je crois que c'est 4 CPU et 8 de RAM. Si après c'est large parce que ça consomme vraiment beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, là on va passer à 16 Go de RAM, ce genre de choses. Sachant que ça, on peut pas si on peut le modifier après coup, mettons, on se rend compte que le plan large est un peu trop petit, ça peut être modifié après coup. Le seul truc, c'est que c'est vraiment tous les clusters qui sont créés avec le plan qui sont updatés avec des VM de cette charge-là. Donc, c'est quand même à regarder un peu au début. C'est pas à se dire, OK, ben, je vais aller sur un petit plan small et me dire après, ah, ça va être un peu short sur les VM, la taille est trop petite. Non, faut étudier un peu avant le container, ce que ça va demander en CPU, ce que ça va demander en RAM, et puis ça va impliquer au niveau de Kubernetes de savoir se mettre des limites pour pas consommer, pour pas qu'un pod consomme tout CPU, toute la RAM, parce qu'on lui a pas dit qu'il pouvait se limiter à temps. Donc là, pareil. C'est quand même dur à d'estimer en amont. Hein. Bah après, c'est pour ça aussi que tu as la partie que tu peux demander genre dev, test, prod. Ouais, Du moment que tu fais du dev, tu demandes un cluster, peut-être que au final, beaucoup de gens vont me prendre que du medium. Et peut-être que je requalifierai, je me dirais, bah voilà, je vais peut-être commencer small avec le medium, et puis un peu grossir les trucs que ça en vaille la peine, pour qu'il y ait vraiment un sens à petit, moyen, gros. Après, tu peux très bien commencer avec juste un small en dev, te dire, OK, ben, je regarde ce que ça vaut. Là, je me rends compte que mes codes, même si on est des limites, j'arrive à ce que enfin, ça ne tourne pas bien parce qu'il n'y a pas assez de RAM, bah, tu sais que potentiellement pour ton test et pour après ta prod, bah, tu iras voir médium ou potentiellement plus large. Mais si ta prod, elle grossit au cours du temps? Bah, du coup, si ta prod grossit, bah, c'est justement là où tu vas ajouter des masters et enfin, des workers. En fait, Mais toi, en D2, tu vas pas changer ton plan. Non, c'est pour ça. En fait, tu vas te baser plus au début sur tu vas voir ce que peut consommer ton container. Tu vas partir sur un plan, de dire, OK, ça, je sais que ça va rentrer dedans, je vais pouvoir mettre toute la charge que je voulais, genre, je sais pas, il y a 300 pods prévus, je sais que ça va rentrer. Si tu as des pics, eh ben, tu peux jouer sur le fait que tu peux ajouter des nodes où du coup, tes pods vont un peu s'étaler sur le node d'à côté. Si tu sais qu'après, c'est juste un pic temporaire, tu peux le faire un resize, donc ajouter un nœud, et après, tu le réduis une fois que le pic est passé. Si tu le sais en avance, c'est encore mieux. Et si vraiment c'est quelque chose, tu dis, OK, j'avais un peu mal joué, il va me falloir plus de nœuds, tu sais que tu peux aller potentiellement jusqu'à 10 nœuds pour répartir toute la charge de tes containers. Est-ce que dans l'API, un utilisateur peut rendre le resize dynamique? Admettons que j'hoste le site du Paléo et que c'est début juillet, j'annonce le programme. Et du coup, et puis que j'aimerais bien que pendant 24 heures, ce soit à fond. Alors non, pour l'instant, non, c'est pas dynamique. Ça n'est pas du tout. Après, ça peut, enfin, du coup, mais d'une certaine manière, tu l'annonces avant. Tu dis, oui, en Paléo, ils savent avant, je suis d'accord. Mais oui, je vois que, enfin oui, en gros, ça serait en fonction de la charge que tu as sur tes nœuds. Si ça dépasse un certain pic, ça ajoute un nœud automatiquement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé, de voir peut-être avec VRops, je sais que potentiellement, je peux enclencher des actions en fonction d'une charge, par exemple, sur un nœud, en fonction d'un event. Après, ça, c'est à retester. C'est juste que j'ai pu voir que tu pouvais, j'ai juste pu voir que tu pouvais faire potentiellement ce genre de choses. Typiquement, j'ai vu pour la partie des VM, s'ils voient qu'une VM classique, pas managée par Bosch, mais une VM classique qui voit qu'il y a pas assez de CPU, normalement, tu peux faire si elle a le hot CPU, le hot add, tu peux ajouter un CPU, automatiquement le temps que la charge. Du coup, si je me base là-dessus, potentiellement, je pense que je peux faire ça avec ça en disant, voilà, si tu détectes que pour ce cluster, il y a un gros pic et que ça n'a pas été vu, pas été calculé, potentiellement, il y a peut-être la possibilité d'ajouter un. Mais pour l'instant, c'est à la charge de l'utilisateur. Il regarde, il essaye de voir la charge sur le long terme et dire, OK, là, il y a un pic, je peux ajouter. Puis on est d'accord que ces ressources ne sont pas bloquées pour l'utilisateur, elles sont partagées dans les différents clusters. Oui.
Si tu as ton. Après, du coup, c'est à l'administrateur. Alors, ça, je vais revenir après. Mais après, c'est aussi à l'admin du cluster de se dire, bon, bah voilà, je sais que j'ai tant de choses. Bah, peut-être que je vais scinder les namespaces, dire, bah, tiens, il y a un namespace pour tel projet, un autre namespace pour tel projet ou pour telle personne. Parce que potentiellement, ça sera à lui aussi de se dire, OK, quand j'aurai la possibilité pour le cas, de mettre des quotas. De dire, OK, bah, je mets un quota pour obliger les gens à ne pas consommer à mort tout ce qui est possible. Bah, donc ça, c'est à peu près tout pour les plans. Du coup, après, il y a la partie provider où on lui dit, bon, bah, c'est le cluster sur lequel tu es censé aller t'installer. Et il y a la partie, du coup, network. Et network, c'est la partie NSX. Du coup, on lui précise de base des IP blocks, des IP nodes, etc. Donc ça, je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Sachant que ça, on peut le modifier au niveau de TKGI, où on peut créer des network profiles, ce qui est en fait le cas. Donc, NSX, ça, c'est la partie réseau virtualisé. Donc, en fait, de base, si je grossis un peu le truc, tous les serveurs physiques que je vous ai montrés, tout cela, quand ils veulent sortir ou quand on veut faire des réseaux différents, il faut que sur les networks et sur la partie des switches qui sont derrière, qui sont les appareils réseau, on tag les VLAN pour lui dire, bah voilà, tu peux sortir avec par tel VLAN et tu vas communiquer avec d'autres trucs si c'est autorisé derrière. VMware pour un peu faciliter ce management et du coup pour éviter que côté switch, on ait à les manager tout le temps. En fait, ils ont créé du coup la partie réseau virtualisé, ce qui fait qu'en fait, toute cette partie un peu VLAN qui avait besoin d'être taguée avant pour scinder, pour la microsegmentation, ce genre de choses, ben, en fait, ils l'ont remonté d'un cran, ils ont créé une application par-dessus. Et côté switch, en fait, il y a besoin que d'ajouter un VLAN qui est le VLAN en gros NSX, et tout le flux passe par là. Et après, au niveau du firewall dans NSX, on lui dit ce qu'il peut communiquer avec quoi, et du coup, c'est là que les réseaux sont un peu prédécoupés. Pour ce qui est de manager, pour ce qui est de TKGI, du coup, on lui a indiqué le T0 qui est le routeur virtuel, qui après lui est coché en BGP côté réseau, le vrai réseau physique. Et du coup, donc, ça arrive par le T0 et on indique à TKGI qu'on veut qu'il crée un T1 qui est un sorte de sous-routeur pour séparer un peu tous les clusters. Donc avant, c'était un peu Pump Up, c'était un T1 par tout namespace, en gros, tous les composants, ça crée une chose. Là, ils ont réussi à regrouper tout par un petit routeur sous le gros routeur T0. Et du coup, en dessous de ça, il y a un T1 par cluster. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais niveau réseau, c'est un peu plus sympa. C'est ici qu'on lui déclare les IP en fait, qu'il va utiliser. Donc en fait, on a coupé ça en 3 ranges d'IP qui sont test, dev, prod à chaque fois. Donc les IP floating et en IP pour les nodes et les pods. Donc les pods auront des IP qui ne seront pas routables PFL, ce qui signifie qu'en fait, quand ils vont vouloir contacter quelque chose qui est dans le PFL, il y a un NAT, donc c'est une translation d'adresse IP qui se fait justement au niveau du T1 dont je parlais précédemment. Donc quand il va arriver à son premier routeur, il va voir que c'est une IP qui n'est pas routable, il va la changer en IP routable et après ça permettra d'aller communiquer dans le PFL. Donc il y a ça pour les pods et au-dessus il y a les IP des nodes. La partie IP floating juste avant qui est faite, en fait c'est dans ces pools, ces ranges d'IP que en fait il va aller piocher pour le NAT et il va aller aussi piocher pour tout ce qui est load balancer. Donc en fait quand il va créer son cluster Kubernetes, il faut savoir que les 3 masters en fait, il va y avoir un load balancer et du coup, c'est là-dedans qu'il va venir le piocher. Il a un petit nom. Il a un petit nom. Chaque outil, c'est le load balancer. C'est un load balancer NSX, du coup, derrière. Pour la partie... Dessus, tu peux mettre le certificat wildcard comme on fait pour le moment sur la 10? Alors, non, pas pour l'instant. Parce que, en fait, du coup, c'est pour ça que dans les clusters Kubernetes, on a déployé le contrôleur ingress contour. C'est qu'actuellement, le plugin NCP, qui est pour NSX, fonctionne, mais a des features très limitées.
Typiquement, si on utilise le ingress de NSX, il y a beaucoup de features comme c'était quoi déjà, le TCP pass-through ou je crois que c'était le redirect. En gros, il y a plusieurs choses que de base fait un ingress et que NSX ne gère pas du tout. Donc ça, c'est prévu normalement, c'est à partir de la version 1.13 de TKGI où là, on aura une version du NCP qui sera viable pour moi. Enfin, je dis clairement viable parce que pour moi, ça, c'est pas viable. En soi, c'est pour ça qu'on propose à côté contour. Et voilà. Pareil, le problème, c'est que si on met le wildcard sur les NSX, c'est bien, mais on ne peut pas y mettre la partie IP publique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a décidé, en tout cas, d'ailleurs c'est un nom, du coup je passe le nom de la presse, c'est pas grave. En fait, les clusters Kubernetes, comme je le disais, en fait, il vient pour son API, mais aussi pour les IP des load balancers qui sont créés dans Kubernetes. En fait, il s'appuie sur ces IP pools. On ne peut pas séparer les IP de l'API des IP du load balancer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons, on voudrait que le wildcard soit ici et que les IP publics qui permettent d'accéder aux applications depuis dehors soient sur ces IP floating. On se retrouverait avec un petit souci de sécurité, c'est que ça voudrait dire que même les API seraient attaquables depuis dehors. Du coup, pour pallier à ça, en fait, on va passer par AVI Load Balancer, qui est le load balancer, pareil, qui a été racheté par VMware. Et du coup, en fait, c'est lui qui va héberger la partie wildcard de PFL. Donc, en fait, on va arriver sur AVI. AVI, il y a le wildcard de PFL. Il valide que ça passe PFL. Et après, il transmet derrière à l'ingress, le load balancer ou ce qu'on a mis derrière qui est censé réceptionner de base le trafic. Et donc, c'est comme ça que ça marche pour le LAMP. Ouais. Actuellement, pour LAMP, ils ont du coup ils ont deux montages. Ils ont un montage interne et d'ailleurs même pour PASS, ils ont montage interne, montage public. Donc à chaque fois, c'est deux IP différentes, une qui est interne et l'autre qui est accessible depuis dehors. Le wildcard de PFL est mis dessus et puis du coup, en fait, il nous indique les hostnames des sites qui sont en train de monter côté LAMP. On les déclare côté AVI, puis en fait, quand ça arrive sur AVI, c'est transmis à IP, puis après, du coup, à IP de l'ingress, et après, derrière, en fonction des rules qu'ils ont mis dans leurs ingress, c'est dispatché dans les pods au sein du cluster. Et là, ils ont aussi demandé à ce qu'on ajoute des certificats qui ne sont pas wildcard, et c'est pareil, on a fait un montage spécifique. Du coup, on a mis les certificats des sites qui ne sont pas EPFL, et puis c'est attaqué comme ça. Du coup, voilà. Ça, c'est pour la partie un peu NSX. Est-ce que côté NSX, il y a des petites questions, des trucs un peu flous? Okay. Et donc, la 10, il sera un jour remplacé complètement par ça, tu crois ou pas? Je ne sais pas du tout parce qu'il y a des use cases pour les serveurs qui sont encore physiques. Et du coup, alors pour l'instant, AVI, ça fonctionne super bien pour quand c'est des VM. Pour la partie physique, je ne sais pas où est-ce qu'on est, mon collègue, s'il y a des choses de viables qui sont pensées ou pas. Donc, de base, c'était un projet pour le remplacer. Après, ils ont vu qu'il y avait des use cases où c'était potentiellement encore plus pratique avec la 10. Donc, je sais pas, je pense que ça, en fonction des use cases, en fonction de comment ça se développe, c'est pas impossible qu'AVI prenne pas mal d'importance. Tu sais quel âge il a, la 10, Luc? 10 ans? J'ai une question, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. EBPF. C'est à propos de quoi? C'est le futur du réseau. Ok. Non, alors, Les gars de Stack et tous ces trucs qu'ils ont, ça s'appelle Silicium. Il y a des startups qui font du UBPF pour réseau. je ne fais pas assez de réseau pour. Non, je demande, mais c'est je suis trop généraliste pour te donner en détail tous les détails réseau. Mais ça aurait été avec plaisir. On va se rebaser un peu là-dessus. Tac, tac. Donc, la partie. Ok. Donc, la partie VM, la partie classique. Ok.
Bon, là, ça revient un peu sur la partie NSX. Du coup, comme je l'avais expliqué, il y a le T0 qui est en front, qui est, en gros, ça passe par des VM qui s'appellent des Edge. Derrière, dans NSX, il y a les T1, et sur les T1, en gros, il y a toutes les VM du cluster qui viennent se mettre dessus. Là, on a la partie un peu flux de ce qui se passe au sein de TKGI même. Donc, le user de base va se trouver ici. Il va utiliser au début, pour se connecter à son cluster, la commande TKGI avec, je crois que c'est get-config. Alors, j'ai mis le je crois parce que j'utilise plus la commande admin qui est le get credential et puis j'arrive plein admin dans le cluster. C'est notre façon de fonctionner. Du coup, en fait, quand il fait ça, il va aller voir l'API TKGI, qui va aller après interroger Opsman, qui va aller interroger Bosch, qui lui, en fait, est le seul qui a vraiment les clés des VM qui sont créées pour le cluster Kubernetes. Et du coup, après, donc, il donne les credentials et ça permet aux personnes de se connecter et de pouvoir converser avec l'API Kubernetes, avec la commande kubectl. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. Il y a peut-être 2-3 choses, ce n'est pas le cas. Typiquement, donc la partie network profile, c'est ce que je disais. Oups, c'est pas bien de faire ça. Donc la partie network profile, c'est au sein de TKGI, c'est un JSON, on l'importe dedans, ça crée un objet network profile. Et en fait, je me base sur les pools que je vous ai montrés précédemment en disant, voilà, pour la partie développement, ce sera tel pool d'IP pour les nodes, tel pool d'IP pour les pods et tel pool d'IP pour les IP floating. Et du coup, après, au niveau de NSX, on a fait des règles qui sont un peu comme pour la partie des VM, pour le partie XAS, c'est qu'on a fait en sorte que le test ne puisse pas converser avec le dev et le prod, qui peut converser, enfin on a fait en sorte qu'il puisse aller converser avec ce qui se passe quand même EPFL pour les services AD ou enfin les services génériques. Voilà, donc ça reste à peu près au niveau des environnements et de comment ça fonctionne, ça reste assez calé sur ce qui est fait pour les VM. Alors, un bien vilain. Donc après, il y a la partie registry. La partie registry privée. Alors, je ne sais pas si je l'ai ouverte. Donc ça, à partir du moment qu'une personne demande un cluster, il y a un projet qui se crée en fonction de l'environnement dans lequel elle a demandé le cluster. Donc, ce que j'entends par là, c'est que si un service, par exemple, le service WebHost, étant donné que Camp2Camp sont c'est pour LAMP autant que pour WordPress, qu'ils ont déjà des clusters LAMP. Il n'y a pas un hardware commun. Si. Ah. C'est les projets qui sont différents. Ok. Donc en fait, quand on va demander, quand un service va demander son premier cluster, ça va créer, genre par exemple, on a le WebHost. Si le service WebHost n'avait aucun cluster, à sa première demande, en fonction de l'environnement, ça va créer un projet. Donc là, on voit qu'ils ont demandé dev, test, prod. Donc ça a créé un projet différent par environnement. Normalement, on a mis pour la partie pour la gestion, pour le groupe, du coup, c'est tout le groupe WebHost qui a accès à cette partie-là. Je ne peux pas faire mieux. Et on a mis le rôle maintainer qui est le rôle le plus haut possible, qui empêche aux gens d'aller modifier cette partie-là. Configuration, et il est sympa qu'il ait donné ça. Et la partie scan d'image, parce que du coup, on voulait quand même que les images soient scannées à chaque fois, et on ne voulait pas que les gens puissent disable ce truc-là. Le seul petit souci, c'est que ça empêche pas mal d'autres petites choses sympas qui auraient pu être complètement gérées par les personnes, typiquement le robot à compte. Faut savoir que dans un cluster Kubernetes, quand vous allez vouloir aller récupérer l'image que vous avez déposé sur Arbor et que vous voulez déployer dans votre cluster, il va avoir besoin d'aller s'authentifier sur Arbor pour récupérer l'image. Parce que du coup, quand c'est des projets qui sont privés, comme celui-là,
Private. Quand c'est des repos privés, il faut s'authentifier. Il y a un repo qui est open avec des applications un peu de base, il y a Elastic ou un peu des applications qui sont utilisées sur tous les clusters par actuellement Camp2Camp pour récupérer des infos, ce genre de choses. Du coup, il faut vous authentifier. Du coup, ça signifie que dans le cluster Kubernetes, vous allez devoir créer un secret que vous allez devoir indiquer dans le YAML qui va vous permettre d'aller déployer votre code. Le petit souci, c'est que les secrets dans Kubernetes sont encodés et non encryptés. Du coup, ils sont encodés en base 64 et du coup, n'importe quel pèlerin qui connaît un petit peu comment faire peut récupérer votre identifiant mot de passe si vous avez eu la bonne idée de mettre votre identifiant mot de passe pour aller sur Arbor et récupérer les infos. Du coup, ce qui a été fait pour éviter ça, c'est qu'on a proposé les robots à compte. Donc, il y a un robot à compte pour les push, un robot à compte pour les pulls avec une date différente pour les deux d'expiration. C'est des choses qui seront à redemander. Il y a un mail que vous recevez en disant votre compte arrive bientôt à expiration. Faites attention, merci de redemander un nouveau robot à compte, chose que vous pouvez faire vers le portail. Les questions qui fâchent, c'est envoyé à qui le mail? Service. Du service manager. Potentiellement. Le truc, c'est qu'on est obligé de travailler avec les groupes. Et s'il y a un service qui demande, vu que ça, c'est un service potentiellement. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent ça. C'est business group. En gros, tu vois les personnes qui sont dans le business group SVC 00. Typiquement, si tu fais. Je te propose, parce qu'il est vachement slow, en fait. Peut-être ce qu'on appelle PCH. Tu verras SVC 041. Du coup, c'est ce compte qui est. C'est ce groupe qui est pour WebHost. Et en fait, tu as ces gens-là qui potentiellement vont recevoir le mail. C'est vous qui gérez votre propre liste parce que là, il n'y a pas de mailing list pour celui-là. Après, ça, c'est. Il y a une mailing list. Normalement, si, en fait. Là. Ah oui, je n'ai pas vu. Par défaut, il y en a une. C'est juste que si c'est juste les administrateurs, on sait que ça ne marche pas très bien, puis que les trucs qui se passent. Là, il y a déjà pas mal de gens. C'est parfait, c'est très bien. C'est juste que dans Network, tu sais, pour les adresses IP, il n'y a qu'un seul responsable. Du coup, si tu vas sur AppNet, tu cherches les gens qui sont partis, ils ont encore 40 IP. Et tu dois courir après parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Voilà, faites. Pour l'exemple, alors après, j'ai fait ça pour le test. Typiquement, tu vas recevoir un mail comme ça quand tu vas demander un truc, un robot à compte. Tu auras robot à compte. Push, la durée, la validité, pour le push, et après, dans un second mail, tu reçois les mots de passe. D'accord. Les très longs mots de passe. Là, ça, c'est ce dont je parlais juste avant, c'est la façon dont en fait on expose les services en interne, donc à l'EPFL ou en extérieur. C'est quand du coup on se base sur AVI. Du coup, il y a des montages qui sont créés. Il y a un montage public et un montage privé. Pour le coup, quand c'est demandé, le certificat wildcard est accroché dessus, ce qui fait que ça vient valider les EPFL.ch. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là. Du coup, après, pour la partie portail, je vais vous montrer en live, ce sera plus sympa. Donc, depuis peu, on peut, depuis le portail XAS, demander des clusters Kubernetes. Donc, comme je l'avais expliqué pendant la séance plénière, pour éviter que tout le monde demande pour tester ou que ça soit pour des besoins qui ne sont pas justifiés, genre il y a une fois on est venu me voir pour me demander si c'était pertinent dans un cluster Kubernetes, de demander un cluster Kubernetes juste pour un serveur lent qui tournait sur une machine, enfin sur une VM avec un CPU et 2 Go de RAM. Et puis en fait, c'était tout. Donc il y avait juste un site et du coup, c'était pas très pertinent, sachant qu'un cluster Kubernetes, c'est minimum 5 VM. Un peu de l'overkill pour cette demande.
Du coup, on a demandé à ce que ça soit plus par projet. Le chef, le responsable de service, service manager, voilà, a des remontées de ses collaborateurs. Il y a un vrai projet Kubernetes derrière pour containeriser des applications ou pour dans le service, il y a des applications ou autres, ou un futur projet qui arrive, d'aller vers de la containerisation. Le service manager valide ça, disant oui, ok, c'est pertinent. Oui, ok, potentiellement, vous gérez, vous savez faire du container. Parce que c'est pareil, on propose le container, il y a une aide relativement restreinte. Après, si vous ne savez pas faire un pod, il ne faut pas ouvrir un ticket disant ah, je ne sais pas faire un pod. Si après le pod, quand vous le faites, ça tourne et qu'il y a des erreurs, je n'arrive pas à me connecter à Arbor, ça ne récupère pas l'image, ou il y a un problème réseau, là, oui, bien sûr, il faut ouvrir un ticket. Mais si c'est l'utilisation même de Kubernetes, nous, on n'entre pas en compte là-dedans. Les gens sont censés savoir un minima connaître cet environnement. Donc, on fonctionne comme ça. Donc après, là, les gens, en fonction d'eux, c'est le service manager ouvre un ticket. Nous, on dit OK, oui, c'est go pour ça. Et si c'est pas quelqu'un qui a déjà qui a pas déjà un cluster et que c'est un nouveau service, on lui ajoute cette partie-là. Donc, il peut faire une request, il choisit son service, on va rester là-dedans. Et parce que ça fait trop longtemps, sinon, non. Donc voilà, donc request, il demande. Et là, on retrouve justement les plans et les environnements. C'est les deux choses auxquelles il faut penser. Chose que je peux customiser, c'est. Ah oui, non, ça, c'est parce que je mets. Alors, il y aura une doc sous peu sur inside.epfl.ch pour toute cette partie-là. Genre, small, qu'est-ce que ça signifie? Combien il y a de VM, la taille des VM, et ce genre de choses. Pareil, petit à petit, du coup, on pourra récupérer les tools TKGI et puis on ouvre un compte sur Pivotal pour aller en récupérer. Donc ça, je mettrai dispo les. Moi, je crois que j'ai mis Linux, Mac et Windows. Donc là, on sélectionne le plan, on sélectionne l'environnement, et puis Summit, et puis bon, ça crée le cluster Kubernetes. Il y en a déjà un, Dominique avait demandé, pareil avec les montages côté AVI, donc ça, c'est déjà fait. Du coup, est-ce qu'il va descendre plus? Oui, il va descendre plus. Voilà, donc là, on voit le cluster qui a été demandé, que du coup j'ai onboardé parce que c'était avant qu'on ait le portail. Donc le cluster qu'a demandé Dominique, donc c'est comme une VM, vous le voyez, vous cliquez dessus, il va avoir après sur les côtés des actions. Et du coup, les actions type change le owner, ça c'est du classique, delete le cluster, je ne conseille pas, sauf si c'est justifié. Faire le cluster, justement le cluster resize, c'est ce qui va permettre d'ajouter ou de retirer un nœud dans le cluster. Le Arbor robot, le add, c'est justement quand vous arrivez en fin de vie du robot à compte. Là, en passant par ça, du coup, vous pouvveux en demander un. Vous dites, voilà, je veux un robot à compte push, un robot à compte pull. Ça valide, ça vous l'envoie comme précédemment par mail. Pareil pour demander un load balancer, dans le sens où, en fait, ça je vous montrerai quand on va aller dans la partie cluster juste après. Actuellement, c'est on essaie de faire du cluster as a service, mais c'est plus un mode mixte. C'est plus du cluster namespace as a service. En gros, vous avez votre cluster, vous faites ce que vous voulez dedans. Le problème, c'est que pour l'instant, pour contrôler les ressources type stockage ou load balancer, on a dû mettre des ressources quota. Le problème, c'est que le quota, ça s'applique sur un namespace. Du coup, vous devez nous demander un namespace sur lequel nous, on sait qu'on aura appliqué le ressource quota, que vous ne pourrez pas modifier vous directement, normalement. Et du coup, en fait, il va falloir passer par cette console-là pour ajouter, si vous voulez un load balancer, on va passer par là. Si vous voulez étendre le stockage au sein d'un namespace, vous passez par là, vous dites voilà, je veux un peu de stockage en plus. Tu peux nous parler du stockage? Alors, ça te menace? On a le choix? Alors, vous avez complètement le choix. Le petit détail, je vais y aller quand je vais faire la démo. Quand je vais faire la démo, ça sera plus parlant. Donc, je pense que je peux faire la démo. Et puis si.
plusieurs namespaces pour plusieurs applications. Ah, mais complètement. Ah, mais tu fais ce que tu. Ah là, c'est pas vraiment pas limité en namespace. Là, à la plénière, on m'a demandé. Bon, j'avais l'impression que la question s'était orientée, est-ce qu'il y a des clusters mutualisés qui sont prévus? De ce que j'ai pu comprendre. En gros, si un service a peu d'intérêt à avoir un cluster entier pour lui, mais qui est intéressé par namespace, est-ce que ce serait possible que plusieurs services puissent se retrouver au sein d'un truc? Et si il n'y a pas d'objet dans le portail pour faire ça, en soi, un service qui demanderait un cluster et qui après dirait, voilà, je demande un namespace, et le namespace, je crée les rôles binding parce qu'il a le droit de le faire, qui dirait, tiens, telle personne d'un autre service a le droit de venir dans ce namespace faire sa vie, mais ça, je n'ai pas bloqué ça. Donc en fait, les gens peuvent demander autant de namespace qu'ils veulent, ils peuvent créer des rôle bindings, cluster role bindings, ils sont limités parce que je leur ai restreint de base. Donc ils ne pourront pas donner les pleins pouvoirs à quelqu'un s'ils le veulent parce ils peuvent donner que les droits qu'ils ont déjà. Donc, mais après, du coup, dire je veux un namespace en plus, et puis au lieu que ce soit un groupe, je veux que ce soit une personne, le déléguer à une personne, il n'y a aucun souci à le faire. De base, c'est créé avec. Quand tu crées le namespace, il y a le rôle et role bindings qui fait que c'est le groupe auquel appartient le cluster qui a les droits dessus. Après, tu as envie d'ajouter un rôle d'un bonhomme à côté, genre. Tu ajoutes une personne dans le groupe ou tu ajoutes une personne dans le groupe. Après, c'est à ta guise. Oui. Nicolas? Oui. Salut, c'est Dominique. Merci beaucoup pour avoir donné la presse. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là. Je suis à la ramasse partout. Je suis à Divonne-les-Bains en ce moment pour des histoires de choses que je ne peux vraiment pas retarder. Je m'excuse aussi pour tout le monde que j'ai laissé un peu en plan à cause de ça. Moi, j'ai une question. Donc, quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce que, par exemple, créer un Custom Resource Definition et installer un opérateur, c'est quelque chose qu'on peut faire? Oui, tu peux. Après, c'est juste que si ça implique de toucher à des choses que tu n'as pas le droit de base, comme qu'est-ce que tu n'aurais pas le droit de base? Bouge pas. Bouge pas. Est-ce que je fais encore de. Ah, c'est bon, je vois. Alors. Écoute que je vois pas bien. Ah, ok, c'est bon. Alors, admettons. Non. Oui, je sais, j'ai pas fait j'ai pas fait mes raccourcis, c'est vilain. Blablabla, blabla. C'est moche. C'est comme ça. Oh putain, enfoiré. Pardon. Les mamies, là. Non, sinon c'est pas drôle. Tu me mets à côté, tu me mets pas. Punaise! C'est pas grave. C'est l'effet démon. C'est parce que j'ai pas ma souris. Et quoi, du coup, c'est CLRO-Z. Oups! Pas bien! CLRO-Z, 0, 0, 66. 66. Non? Il n'y a pas un 0 en trop? Ah. Pardon. Du coup, tu as en tant que cluster, au niveau du cluster, tu as le droit à peu près tout ça, tu as le droit à créer des choses et tu as le droit à get list watch, à peu près tout. Mais typiquement, les CRD, cluster custom resource définition, tu as le droit de faire ta vie. Et si nous manque quelque chose à cet endroit-là, on peut toujours demander. C'est ça. Très bien. Sachant que du coup, c'est temporaire. Et parce que je suis en train de voir avec mon service s'il nous est possible de prendre
l'admission control made in VMware. Oui, très bien, comme on avait causé plusieurs fois déjà. Ouais. Et du coup, ça me permettrait de redonner encore plus de droits aux gens. Juste de me limiter à la partie storage et load balancer, où je dirais, bah voilà, si ce quota est défini, tu demandes avant de pouvoir le dépasser. On parlait stockage. Actuellement, étant donné qu'il y a un quota qui est fait sur les namespaces, bah, malheureusement, même si tu veux demander un persistant de volume qui est NFS, il faut d'abord demander. Oui, bien sûr. Il y a des choses pas de moyen de finement séparer. Donc, du coup, vous gérez les PV. Bon, c'est le cas aussi pour OpenShift. VSAN a été demandé comme ça. Enfin, vu que c'est VSAN qui a été demandé, on verra pourquoi. Du coup, on n'a pas eu le choix que de faire de cette façon-là. Après, là, j'ai pu faire mes tests, moi, avec Opa Gatekeeper. Et du coup, j'ai pu voir qu'il l'avait dans ce qu'ils appellent Tanzu Mission Control. Donc, c'est un tool de VMware. Donc, c'est ça qui est déployé. Et j'ai pu créer mes propres règles, mes propres templates pour pouvoir restreindre à potentiellement juste quelqu'un qui va aller mettre un PVC qui pointerait vers le storage class qui sera défini dans le cluster, bah là, il y aura un quota dessus. Après, du coup, normalement, si ça marche comme je le veux, ça veut dire qu'une personne qui voudra créer un PV qui se base sur du NFS, donc vous avez un montage NAS quelque part et vous voulez qu'il soit monté dans le cluster, bah ça, moi, pardon. Obligé de faire l'étude, je serai obligé d'écrire l'objet pour nous. Ben non, même pas justement. Parce que du coup, en fait, l'admission control n'ira checker que si ce sont des PVC et volumes qui sont créés par rapport au storage class qui pointe sur le VSAN. Du coup, si c'est un PV qui est NFS, moi, j'ai aucun intérêt à le bloquer. Du coup, toute cette partie-là, les gens pourront reprendre le droit et puis le monter à leur sauce. Pour l'instant, mais ça, c'est à l'avenir. Mais pour l'instant, on est obligé de le faire. On est obligé de le demander. C'est juste ça. Très bien. Niveau stockage, du coup, c'est bon. Oui. Okay. Non, j'ai encore une question. Dis-moi. Je sais que c'est pas une bonne idée, mais est-ce qu'on peut monter du S3 directement? Alors ça, j'ai jamais testé. Autant j'ai testé du NFS, j'ai testé du coup pour la partie pour VSAN. J'avais testé quoi d'autre? J'avais testé un LUN quelconque que VSAN, quelque chose qui était monté sur Scalado. Ça oui, PS3, non, on n'est jamais venu me la poser celle-là. Mais après, en plus, c'est de l'archivage, donc j'ai envie de te dire qui fait ça. Je ne sais pas si j'ai envie. Tout dépend de qu'est-ce que tu mets. C'est pour archiver? Si c'est pas pour archiver, c'est pas bien. Oui, bah, tu peux mettre des paquets par exemple. Ouais. Plutôt qu'avoir un client S3, si tu peux l'écrire avec des ça peut être... Du coup, toi, c'est pour archiver. Après, à voir. On m'a jamais posé la question. Ceci étant, je peux regarder. C'est quelque chose, je prends toute. Mais de manière plus générale, je serais intéressé pour une comparaison des performances, justement, de dire est-ce qu'on doit tous demander des énormes VM avec 1 Tera dessus pour faire des NFS nous-mêmes, pour ne pas pâtir des performances du NAS, ou est-ce qu'on a des alternatives? Ça, c'est un peu un end-run autour du système de protection. Hein. C'est débile de faire ça. On peut les monter directement sous la forme de VSAN comme volume dans le cluster, en fait. Alors, évidemment, ils ne seront pas accès multiples. Pour PV. Effectivement, chez Truc, Lamp, il n'y a pas eu le choix, on a fait comme ça. Oui. Les performances n'étaient pas fines. Mais on n'a pas envie de faire ça pour WordPress. On a envie de faire notre homework d'une part et de mettre sur S3 ce qui peut l'être d'autre part. J'ai un plugin pour ça. Il faut que je vous laisse. Merci beaucoup en tout cas. Puis je vois que c'est enregistré, donc je regarderai plus tard. Je suis bref mais intense. Je suis désolé, je suis vraiment. Je n'ai absolument pas le choix. Pas de souci, Dominique. À plus. Du coup, la façon dont ça se manifeste quand je parlais des quotas côté portail à demander. Get quota. Donc là, dans le sens quota, de base, il y a 0 partout. Là, je l'avais déjà modifié parce que je me suis un peu amusé à déployer avec Helm un WordPress. Alors, ça ne sera clairement pas des discussions que j'ai eues avec Nicolas, c'est clairement pas ce que vous sortirez en WordPress. Mais du coup, voilà, c'était pour montrer un peu comment ça se déployait, qu'est-ce que ça déploie. Et voilà. Donc là, typiquement, alors je vais me baser sur Helm et sur le Helm que j'ai récupéré sur Bitnami pour WordPress.
Donc, ça va déployer, si tout se passe bien, ça va déployer WordPress, ça va déployer MariaDB. Et du coup, ça va demander du stockage. Et c'est pour ça qu'en plus de ça, je crois que normalement, il demande 18 Go. Je me suis dit, dans le doute, je crois que c'est 5 et 13. Voilà. Ou peut-être un peu plus. Bref, j'y suis allé en mode je me suis donné droit. Pareil, du coup, alors, dans le cluster, c'est ce que je disais tout à l'heure, étant donné que MSX ne fait pas son taf correctement, get project contour. On a déployé du coup le Ingress Controller Contour. Donc là actuellement, il me semble que c'est sur quoi se base LAMP pour sa partie Ingress, pour View aussi. Donc vous basez sur Contour. Donc voilà, donc ça, alors c'est temporaire dans le sens où le jour où NSX fait le boulot, Sage sera retiré des clusters pour ceux qui le veulent. Et sur les nouveaux clusters, ça ne sera pas sorti automatiquement. Après, comme je disais, vous êtes cluster, c'est votre cluster. Si à un moment donné, il y a une application qui fait mieux le taf que celle qui est déjà de base, bah, du coup, rien ne vous empêche de créer le namespace, de déployer Contour dedans et de le maintenir autant que vous le voulez. Ça, c'est pas. Donc, je disais, il n'y a aucune restriction. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui fait mieux le boulot que ce qu'il y a de base, qui fait déjà correctement le boulot, j'entends. C'est pour ça qu'actuellement, c'est plus nous qui le manageons. Mais et voilà. Du coup, alors c'est pour ça que je disais ça, c'est que là, le Helm, actuellement, il va déployer et puis il va créer un load balancer. Du coup, il aura besoin de service node port, il en aura besoin de 2 parce qu'il y a 2 nodes. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis ça en place. Normalement, votre application, la partie load balancer, node port, vous n'en aurez pas besoin parce que du coup, il y a déjà Contour qui est installé dans le cluster et du coup, vous pourrez vous appuyer dessus pour déployer vos sites. Après, si vous avez besoin effectivement d'un nouveau load balancer, du coup, il faudra passer par une demande. Mais en l'état, faudra, en gros, vous n'êtes pas obligé de faire ce que moi j'ai fait ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Du coup, petite démo de déploiement d'application. Donc, j'ai déjà fait une fois, deux. Donc cette partie-là. J'ai des chaussettes, elle. C'est sur une conférence. Pardon. T'aurais pu. T'aurais pu. Ça, je vais le virer parce que ça peut pas marcher comme je voulais. Donc, je pense qu'il faut créer ça, prendre ressources d'abord. Alors, du coup, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas trop ma partie de base. Mais du coup, Helm, c'est un package manager, ce qui fait qu'au lieu de quand votre application WordPress, MariaDB, ben, en fait, vous faites un petit package, vous sortez un peu les choses qui sont à modifier à chaque fois. Puis, bah, du coup, ça vous pop l'application en 2.2. Là, vous avez juste à changer quelques petits paramètres. Là, j'ai mis EPFL blog et on peut changer des trucs. Ça la pop à plusieurs endroits, changer le namespace. Bref. C'est joli, c'est tout bien. Et puis, tout le monde me dit qu'il faut absolument que je m'y mette. Et à ce à quoi je leur réponds que je suis pas d'accord. Et ça, c'est installé. C'est quoi le L? Ouais. Mais après, c'est un sandwich que n'importe qui peut installer. Ouais. Et après. Il n'y a rien de L qui est installé. Non, alors, non, parce qu'en fait, c'est pas dans le cluster. Ouais. C'est un tool que tu installes pas en local, tu importes le repo. Il va télécharger le truc. C'est ça. Genre, une fois que tu l'as, tu fais un Helm repo list. Et puis, tu vois, là, typiquement, bah, via Helm, j'ai importé les repos pour Gatekeeper, pour Tubuous, pour Elastic, pour Prometheus et pour Bitnami. Et du coup, je ne sais pas si je l'ai déjà, mais tu fais Helm, WordPress Bitnami. Et puis, tu arrives gentiment sur leur page où ils te disent, ben, typiquement, comment tu fais ton installation de WordPress via repo. Donc, ils te disent, bah, tu as le repo, tu fais install, et puis tu fais un truc tout à fait basique. Après, moi, la commande n'est pas tout à fait basique parce que je me suis rendu compte qu'ils gueulaient parce que j'ai mis un storage class
mais vu que je n'ai pas mis par défaut, du coup, il va chercher où mettre son stockage et il ne le trouve pas. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai eu besoin d'un peu customiser la commande. Donc ça, c'est parce que j'ai essayé de passer par contour pour ne pas avoir besoin de créer le fameux load balancer dont je parlais. Ça n'a pas marché, parce que du coup, je pense qu'il faut que je crée le ingress class. En gros, l'ingress, tu mets une annotation, et en fait, maintenant, ce qu'ils font, mais ça, c'est pas maintenant, ça remonte un petit peu, c'est qu'en fait, ils créent dans Kubernetes une ressource qui s'appelle un ingress class. Du coup, tu définis, oui, c'est contour, par exemple, et en fait, après, dans ton ingress, tu mets plus, là, je crois que c'est tu mets plus la notation, tu définis ingress class, tu mets le nom de ta classe, et puis il va utiliser ce contrôleur ingress. Donc là, il faudrait que je joue un peu avec ça parce que potentiellement, avec le Helm, j'indique l'ingress class et puis il ne crée pas un autre balancer, mais il s'appuie sur le contour que j'ai déjà dans le cluster. Bref, ça c'est hors propos. Du coup, voilà, donc je fais le Helm parce qu'il a le repo, il va aller me chercher tout ce qui est WordPress, MariaDB, Echo. Je lui dis que l'application, je veux que ça soit le PFL blog. Je vous dis quelle application il doit aller me chercher, donc Bitnami WordPress. Là, j'ai dû indiquer le persistent storage class et le global storage class, parce que comme je le disais, vu que je ne l'ai pas mis par défaut, il en cherche un qu'il ne trouve pas, du coup, ça plante. Et après, je lui indique le -n app, parce que du coup, de base, quand vous avez un cluster, il y a un namespace app dans lequel vous êtes censé mettre vos applications. Vous pouvez demander un autre namespace. C'est juste que de base, le namespace default, on l'a fait sauter parce que namespace default, c'est défaut et que du coup c'est pas bien. C'est la première chose que les gens cherchent, l'équipe par défaut. Donc voilà, donc là je chanterai, il va aller faire sa popote. Là, il me dit ah je suis content et puis il me montre 2-3 petits trucs. Donc là il me dit que pour me connecter sur la partie admin, il faut user. Il me dit où aller choper le secret. Et comme je le disais, c'est pas un secret parce que de base, il fait un base 64 des codes et il a le secret. D'où l'intérêt, je le redis, de ne pas mettre ses identifiants en secret. Alors, vu que je suis sur PowerShell, non, ça ne marchera pas. Après, il y a d'autres commandes qui me permettent de le faire parce que j'avais la flemme à chaque fois de switcher sur mon Linux pour faire ma vie. J'avais le. Par contre, c'est tout comme ça marche pas de faire des copier. Ouais, c'est ça. Tomboite, cacahuète, tomboite. C'est de la haine. Majuscule, ça. Bref, je vous montre après. Alors, du coup, après, on peut faire un check. Get all -n app. Et là, on voit qu'il fait la gueule. Parce que des fois, il fait des choses et puis c'est pas prévu pour. Donc là, MariaDB est pas content. Du coup, ptl logs. On va voir MariaDB et je sens. Pardon. Je suis pas portugais en plus. Alors, du coup, gna, et quand je fais le log, il me dit gentiment à la fin, fail to create a socket for IPv6. Et il n'est pas content parce que c'est de l'IPv6. Du coup, je vous passe la partie où il faut aller chercher pour pas ça chie. Il y a un config map qui est créé avec cette magnifique application. Ouais, comme par hasard. Oh punaise, je ne pas sur ton. Donc il y a ça, on va dedans. Et puis là, on voit qu'il fait un bind d'adresse et que au petit point qui se balade, ça sent l'IPv6. Du coup, 0.0.0.0, je sauve, je ferme cette magnifique page, dégage. Et après, coup, il semble qu'il faut que je pète sa gueule quand même, parce que j'aime bien péter la gueule, le truc. Et je vais péter ses dents. Mon grand plaisir de la vie. Punaise de Sam.
L'avantage du namespace défaut, c'est pas que tu n'as pas besoin de spécifier à chaque fois. Normal. Alors, si je peux faire, je peux me caler dans le namespace, c'est juste que j'ai plus la commande en tête. Je crois que c'est kubectl, config, current, contexte, namespace égal. J'ai la flemme mentale. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à attendre. Parce que du coup, donc là on voit que les pods sont passés en running, mais ils sont toujours pas ready. Donc gentiment attendre. Gentiment attendre. Longtemps. Entre deux. Alors, donc on voit que pour la partie WordPress, il a créé un déploiement. Ce déploiement, dedans, il y a un réplica set. Et du coup, ce réplica set va pondre le pod WordPress. Donc, c'est-à-dire que du coup, depuis le déploiement, on peut ajuster le nombre de réplica set, ce qui va augmenter le nombre de pods WordPress en fonction du nombre, par exemple, de nodes. On peut lui dire, tiens, tu fais en sorte qu'il y ait un pod sur chaque node, comme ça, s'il y en a un qui se casse les dents, il y en a toujours un autre qui est là pour prendre le relais. Le stateful set pour MariaDB, le stateful set, c'est comme un déploiement à ceci près que quand le pod se casse les chicots, il garde exactement le même UID. Quand il est refait pour X ou Y raison, ou que quoi qu'est-ce, un pod c'est éphémère, donc tous ces ID, que ce soit réseau ou autre, quand il est détruit, refait, il les perd. Là, pour le stateful set, du coup, ça permet en fait au pod de garder ses ID, que ce soit réseau ou autre. Il y a certains use cases qui sont intéressants pour ça, notamment pour la partie DB, qui peut être intéressant. Tout est running, on est content. Du coup, je vais essayer de quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, on va essayer de... Oui! On a ça. Parce que je suis ville et parce que c'est le fond, l'école, 64. Ouais, je sais. Je sais. C'est moche. Mais c'est pas grave. On aime. Ça va. Ça va. Cool. Des codes. Pas des codes. Et du coup, quand on a fait un peu le listing de tout ce qu'il y avait dedans, on a pu voir qu'il avait créé un service, type load balancer, avec une IP externe 1097 5690. Et du coup, base. Ouais, je fais vraiment la barbare. Ah, nous avons un magnifique blog. Si c'est pas merveilleux. C'est joli. Et puis du slash admin. User. C'est qui qui a le copier? Non, on va mettre sur le copier le truc là. Ah, merveilleux, ça fonctionne, c'est trop joli. Mais quel talent! Bref, donc voilà. Et les routes, du coup, on les fait où? Les quoi? Les routes. Ah, mais ça, c'est parce que tu parles OpenShift, pardon. Ok, mais là, tu as une adresse IP. Pour faire matcher ton nom DNS avec. Alors, on va epflblog.quelque-chose.epfl.ch. Du coup, pour ça, est-ce que j'ai ça sous la main? Ah, c'est Hervé. Oui. Voilà. Donc, typiquement, tu crées ça. Une canne ingress, ok. Avec contour, avec gna gna gna, et puis voilà. Et du coup, host RDP, et du moins. Donc test, tu fais tes passes, tu dis le backend ce que c'est. Donc en fait, dans ton cluster, tu vas créer des services type cluster IP qui pointent derrière sur des pods, et du coup,
en fait, tu vas dire, bah voilà, sur l'ingress, s'il y a test contour.pfl qui arrive sur ton, là sur l'IP, et que ça arrive avec ce nom-là, bah en gros, ça t'envoie sur ce service-là. Donc, il y a un pod qui va répondre. Si, en gros, après ça, tu peux rajouter d'autres passes, d'autres rules, d'autres ce que tu veux. Et puis, du coup, en fonction du hostname qui va arriver, ça va te l'envoyer à droite ou à gauche. Actuellement, donc toi, dans ton cluster, tu vas manager ces ingress. Donc ces règles, rules, host, comme tu veux les gérer, parce que du coup, il y a plusieurs façons de gérer les ingress et les façons dont ça arrive dessus. Après, du coup, il y a la partie AVI. Et la partie AVI, donc, typiquement, il y a des tenants qui sont faits par service. Je vais montrer le tenant qui était fait pour Webhost Dev. Donc ça, c'est le cluster que Dominique a demandé. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-là. Donc il a demandé de base juste un montage interne. Donc là, il n'est pas joignable depuis hors EPFL. Donc là, on voit que le virtual server, il répond dehors, enfin, EPFL à 10.95 152 quelque chose. Et puis après, une fois qu'on est dedans, en fonction de ce qui a été demandé, genre là, si c'est le modèle pas pass-through, mais qu'en gros, ça passe, pas TCP, mais que ça passe côté applicatif, du coup, on va dans HTTP sécurité, et là, on ajoute en fait des hostnames. Il y a une rules, on lui dit ça doit matcher. Si ça match, l'URL je suis dev pour epfl.ch / chouette la vie, et ben du coup on lui dit que, enfin en gros il le chope lui, il le transmet derrière, et derrière du coup c'est l'ingress du cluster, et du coup. Mais l'AVI, c'est toi qui fais, nous, on n'a pas accès. Pas du tout. Alors normalement, il me semble que mes collègues travaillent pour que depuis le portail, on puisse demander, mais je crois que c'est juste un virtuel serveur. Je ne sais pas si après il y a le management des hostnames. Actuellement, quand ils ont besoin, quand ils ajoutent un nouveau site, et du coup, dans leur ingress, c'est une nouvelle règle, un nouveau hostname, une nouvelle pass ou que sais-je. Du coup, ils nous envoient une demande vers ServiceNow, et puis nous, on l'ajoute dans le ticket et on l'envoie au réseau pour leur demander de créer, si c'est quelque chose de plus côté EPFL, le CNN qui va bien. Donc, voilà, pour telle IP de l'ingress, ou pour telle IP, enfin pour l'IP de l'AVI, de la VIP en question, bah, vous ajoutez ce CNAME-là. Et du coup, quand les personnes arrivent avec ce CNAME, ça l'envoie sur cette IP, c'est récupéré par Virtual Server. Le Virtual Server reconnaît l'URL, le pass, ce que tu veux, transmet du coup à l'IP d'ingress du cluster Kubernetes. Et du coup, lui, en fonction des règles qui sont définies derrière, il dit bah, voilà, je te l'envoie à tel service ou derrière. Justement, quoi, ma question, c'est les règles, c'est bien vous qui les faites? Non, c'est toi. Ah, on a accès donc à AVI. Oui, ça, la partie dans Kubernetes, tu as accès à Contour. C'est ce que je te montrais. En fait, tu peux créer ton ingress de cette façon-là. Mais la config AVI, c'est toi qui l'as fait. Alors, config AVI, je la fais. Après, si les règles, c'est pas moi. Enfin, moi, je vais juste ajouter le hostname côté AVI. Ouais, je vais juste dire que sur l'IP sur telle IP d'AVI qui va pointer après sur ton cluster Kubernetes, si tu veux que toi de ton côté il y a un nom X ou Y qui doit répondre, tu as un site, bah oui, je l'ajoute côté AVI pour que ça soit transmis, pour que ça passe en fait. Mais les règles dans ton cluster où tu dis voilà, j'ai monté mon site EPFL / petit chaton, petit chien, petit perroquet, petit ce que tu veux, bah en fait, ces règles-là, c'est toi qui les crées dans ton ingress. Tu mets dans les rules, host, test contour, bah après, peut-être que le host, tu auras un autre host. Non, mais je trouve la question, peut-être, dans AVI qui demande. Non, mais en fait, ce qui se passe dans. Nous, dans le principe, ce qui se passe, c'est qu'on demande de signer mon réseau, qui fait pointer sur la VP cluster. Puis après, en fait, on fonctionne avec des labels dans les routes. Okay. Et du coup, en fait, les labels, ils s'accrochent. Il n'y a pas la partie AVI, et du coup, du moment que notre ciné il est accepté, on est dedans. Ok. Bah après, ça fonctionne à peu près pareil parce que tu dois quand même demander quelque chose au réseau pour qu'il crée le CNN.
C'est juste qu'après, en plus de ça, Ouais, il y a en fait, au lieu de migration. demander au réseau, tu demandes à nous, on l'ajoute dans la VI, il passe au réseau. Mais après ça, tu es autonome. Et si derrière, après, dans ton adresse, tu as créé les routes qui vont bien. Après, c'est juste que oui, ça va. Alors, OpenShift, j'ai pas vu comment ça fonctionnait. J'ai très vue lointaine de la partie lui, vu rapidement. Après, tout ce qui est les routes et tout, comment ça se passe, je ne vais pas m'aventurer dedans. Là, c'est juste qu'au final, au lieu de label, bah, tu vas créer ta ressource Ingress au sein de ton cluster qui se base. C'est ce qui se passe, hein, sauf que nous, on a accès au niveau du space, si tu veux, dans le boutique. Donc, où on fait des objets routes qui, derrière, sont au niveau du cluster. Ok. Voilà, c'est une présidence. Et en parlant de GUI, justement, Oui. on a quoi comme option? Très bien. Bah, il y a des gens qui ont mis Clicodrome. Et c'est pas très Kubernetes. Bah, non. Il y en a pas. Enfin, moi, j'en propose pas. Après, comme tu disais, si c'est quelque chose que tu dois installer dans le cluster et que après les gens, du coup, c'est comme le Kubernetes dashboard. Ouais. Bah, typiquement, tu veux l'installer dans le cluster, bah, tu l'installes dans le cluster et puis après, du coup, les gens ont accès au dashboard. C'est pas, il y a pas, oui, il y a pas, c'est pas comme OpenShift, ils ont une petite vue, jolie. Il n'y a pas un plan d'inclure une sorte de dashboard générique dans XAS, pour TLFS. Je sais pas, je demande. Hein. À ma connaissance. Après, c'est parce que c'est un besoin qui n'a pas été remonté non plus. Moi, je sais qu'à un moment donné, je crois que c'est Octante que j'avais testé. Et puis, bah, tu vois, enfin, Octante, tu lances la chose. À partir du moment où tu as le config file de ton cluster, bah, il se pose dessus et puis pop, tu as un truc graphique. Mais, mais non, via le portail, c'est pas prévu un tool qui fasse graphique sur ton cluster. Ça marche. Après, ça a été mis pendant le projet. Nous, j'étais pas spécialement pour, parce que niveau gestion des services, ça a été un bordel sans nom. Actuellement, il y a, mais je ne sais pas si ça va être pur, et si ça a été purement repris par Camp, mais les anciens prestats qui ont aidé, qui ont aidé, ont déjà mettre en place un cluster de management de tous. Et dedans, il y a Argo CD et il y a Bitnami. Ah non, bah, Les Bitnami, c'est pas au sein du cluster, tu fais ton truc, ou c'est vraiment un truc externalisé, et puis tu l'utilises et ça te tend vers les autres. D'accord. Ok. Parce que pour moi, c'était tu crées un namespace Bitnami, tu le crées, ça crée un truc roller Bitnami, puis ça te permet de aussi tes secrets, enfin de bien sécurifier tes secrets. Mais du coup, ils ont mis ça. Après, le problème, c'est que du coup, c'est quelqu'un en externe qui manage Argo CD. Après, tu n'es pas obligé de passer par eux. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, potentiellement, et que tu sais très bien le faire, tu peux profiter pour ton service. Écoutez, moi, nous, on sait faire. Enfin, moi, j'avais pas. De base, c'est vraiment, on voulait que ça soit du cluster as a service et que les gens sachent se débrouiller avec ses propres tools. Là, le truc, c'est que ça crée un truc une bulle à côté qui est managée par des gens de l'extérieur. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Mais après, ça fonctionne et que vous avez aucun souci. Ouais, mais je crois qu'ils ont tout passé à Chemtree. Hein, donc il y a un Prometheus dedans. Il y a Je ne sais pas si le Prometheus, c'est le sens du cluster tools qui avait été demandé par ceux qui nous que ça, c'est encore chez eux. Mais voilà. Alors, pareil, potentiellement pour l'instant, c'était. En plus de Projet Contour, il y a Cassis, qui est quelque chose qui a été mis à dispo par Socube à la demande un peu de la Sécu. Et c'est qu'en fait, au tout début, dans Arbor, on avait fait en sorte que si une image dépasse un certain seuil de criticité, elle puisse plus être déployée. Le petit souci qu'il y a eu, c'est que quand ça arrive et que tes pods ils se redémarrent et qu'ils vont chercher vers Arbor l'image, qui est maintenant plus possible parce que c'est ça, c'est capoute. Du coup, ça a été demandé si c'était possible de trouver un autre système et Socube a proposé ça, et c'est quelque chose, je l'avoue. Et qui dans la séance, dans le Zoom? S'il y a des gens.
qui sont peut-être contents. Ah, il y a William aussi. Du coup, moi, c'est quelque chose dont j'essaye de me débarrasser, de trouver un autre processus. Un produit pur Socube. Oui, et puis qui consomme des ressources. Et moi, j'essaie de trouver un processus. Mais après, c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir avec, donc que ce soit compte to compte ou Devon, c'est la façon dont c'est utilisé. Et le fait, de ce que je me rappelle, en gros, il y a un ingress qui est fait pour ça. Compte to compte avec leur Prometheus, ils viennent choper les infos et du coup, ils vous les affichent côté avec sur le Grafana, genre les images qui sont à risque ou pas. Mais pour ça, on les voit dans Arbor. C'est un truc, mais il y a un truc qui devait tourner chaque semaine. Alors, je te remercie grandement parce que alors là, je vais me faire vraiment un plaisir de lui éclater sa tête à ce truc-là. Mais en fait, parce que sur l'idée, ce que j'aimerais, c'est il y a projet test, projet production. Je présume que ce qui est en production, il n'y a que les images qui tournent dans le cluster. C'est pas fait en production pour qu'il y ait des images qui ne tournent pas dans le cluster. Donc, je parle au sein d'Arbor. Et du coup, dans l'idée pour virer ça, c'est que le scan est fait. Côté prod, de toute façon, ça dit que ça va pas, mais ça ne coupe pas le fait que ça tourne. Par contre, côté test, en gros, ce que je vais faire, c'est un parallèle entre les deux. Il y a en prod, s'il y a une image qui dépasse, en gros, ça te dit, ah bah tiens, côté test, ça serait bien de mettre cette image à jour parce que dans une semaine, on va lui éclater. C'est bon. Enfin, normalement, ça avait été demandé à la Sécu, il me semble qu'ils avaient mis. Il me semble, moi, les dernières discussions dont je me rappelle avec la Sécu, avec Patrick notamment, c'était qu'ils avaient dit oui, on laisse tourner une semaine le temps que vous corrigez l'image qui est foireuse et puis sinon après on bloque. Mais les VM, il y a plus de temps, il y a plus de VM. Ça dépend qui c'est derrière. Quand ça s'était fait, et la semaine mais après, voilà, là j'ai l'impression qu'entre Cassis et le fait que c'est censé aller dans Prometheus et que c'est censé envoyer un mail à la Sécu, qui sont censés avoir leur mot à dire, enfin dire oui attention, on va vous bloquer tout, mais j'ai l'impression que c'est un processus qui s'est perdu. Donc sur cette partie, je pense que je reviendrai dès que ça s'est un peu calmé, je vais revenir vers Sécu et puis compte et vous. Et on en reparlera pour essayer de faire un process qui soit. Et si vous êtes intéressé, du coup, pareil. Parce que moi, plus j'ai d'idées de process et puis. On teste un peu. Okay. Moi, j'ai une question. Vas-y. T'as encore 20 minutes. Tu crois? Après, j'ai une en prod. Parce que j'aime bien faire ça avant le quiz. J'ai une question backup. Non, attends. Il y a des backups de l'infrastructure, les backups, du coup, potentiellement des VM et des TCD, ça recopie des trucs, mais pas tout le chose. Et c'est là où, du coup, TMC est intéressant parce que, du coup, il propose des backups des applications dedans, avec Velero. C'est quoi TMC? Total Mission Control. C'est là où il y a la mission control et il y a aussi backup. Et en fait, les gens, ils ont juste demandé un S3, un bucket. Moi, je peux le linker dans TMC pour un service donné. Et du coup, en fait, Velero peut backuper dans le S3 l'infra. Et ça marche plutôt bien. Là, ça remonte tout. Parce que normalement, toute la partie persistant de volume, là, c'est avec BBR, donc Bosch Backup and Restore. Normalement, il ne prend pas en compte ça. Donc, la partie des backups de volume. Alors que là, Velero, il a l'air de le faire et de le faire plutôt bien. Et pareil, point qui est sympa et que j'ai demandé et qui apparemment était déjà dans les pipes, c'est que là, je peux restore que sur un cluster existant. Alors que, enfin, sur le même cluster. Okay, là, cluster. Plus tard, ce qui peut être assez sympa, c'est de recopier un nouveau cluster et puis du coup, avec Velero, de recoucher dedans. Après, il y aura toujours ce souci d'IP parce que typiquement, le load balancer, c'est une petite IP. Si la petite IP disparaît, si en gros le load balancer disparaît et du coup, il rend l'IP, et ça n'empêche pas quelqu'un d'autre du coup de la prendre à côté. Pas de chance, mais ça peut arriver. C'est ça. Après, ce qu'il y a de plutôt bien, c'est que une fois que le cluster est remonté, alors le souci, c'est que si c'est le même nom de cluster comme pour qu'ils ont fait en début d'année et que j'ai dû recréer un cluster, ils ont demandé avec le même nom. En fait, côté AVI, vu que c'était le même nom DNS, AVI, à un moment, il a refresh, il a revisité, et puis tout ce qui était devant, il n'y a rien eu à changer, ça s'est fait, mais une douceur, c'était. Bon, la douceur après avoir des mais c'était sympa.
Mais voilà, la partie vraiment backup de l'application, c'est pas pour tout de suite, mais vu que j'ai grand espoir d'avoir fait relativement rapidement. Mais de toute façon, il y a tout le monde qui bosse bien en DevOps et du coup, ces trucs-là sont en deploy, ça marche. Il y a des trucs sur du NFS ailleurs. C'est ce que j'ai dit. On m'a dit, Ouais, on m'a dit, ouais, mais bon, détruire un cluster et le refaire, c'est pas trop des bah non, c'est un script. Moi, on m'a Écoute, dit, nous, on essaiera pour WordPress. moi, on m'a dit, oui, mais ça prend machin. Autre question. Oui. Pricing. Pourquoi on me parle de pricing? J'ai l'impression. Alors, on sait. Alors, moi, j'ai déjà une réponse que je sais, c'est que nous, on a toujours dit que les VM, ça coûtait 3 000 balles par année. Donc, un cluster 3 VM, 15 000 balles. Mais nous, on a dit que pour le DSI IT Services, On ne compte pas. Mais bref, à un moment donné, tu es d'accord que le plan de Philippe, comme ça, c'est de dire que ça marche super bien TKGI, on va essayer de leur filer à IC, à STI, mais etc. complètement. Et du coup, à un moment donné, ça va être comme Switch, c'est gratuit la première année, puis après. J'ai envie de te dire, je suis un petit péon. Je sais. Je suis un petit travailleur et autant je m'occupe de ça, autant cette partie pricing administrative. Là, tu as les oreilles qui traînent. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. Okay. Ça n'a pas du tout été abordé. Intéressant. Mais pas du tout. Et sachant que du coup, ça a été de toute façon, vu que. De toute façon, on sera tellement riche en récupérant le mandat de Comticom qu'on fera ce qu'on veut. Oui, récupère-moi. Écoute, moi j'avais cru entendre que c'était effectivement un projet et de ce que j'ai envie depuis 2 ans que je suis là, j'ai l'impression que le projet, il a été un peu. D'accord. Et puis du coup, ma dernière question, j'ai encore 2 en fait. Monitoring. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateur d'un cluster, on a accès au monitoring des VM qui sont derrière? Normalement, tu peux faire des nodes exporteurs, c'est ce qu'ils ont fait comme tout camp tout le temps, donc ils peuvent récupérer les entrées de VM. Ok, c'est pour ma pomme. Après, moi je sais que dans GVROP, c'est VROP qui me remonte les infos, mais le truc c'est de les partager après avec les gens. Déjà qu'ils pour les VM. Est-ce qu'on pourrait imaginer un service monitoring SVC 999 déployé par exemple par IDEV FSD sur cluster que tout le monde pourrait utiliser? Je crois qu'il y a une discussion à propos de l'histoire de D'accord, on en pose mardi prochain. C'est ça, mercredi prochain. La dernière question, ma dernière question, c'est quoi ton icône à droite de Chrome? À droite de Chrome, c'est Mremote. C'est dans le client SSH. C'est chez HRDP. Ah, Remote Engine. Mais je suis pas. Enfin, j'essaie de trouver autre chose parce que la partie browser internet, ça fait pas bien. Alors, si j'ai des là, tu vois, pour Hotman ou les Center, ça, il ne le fait pas. WSS, ça marche pas. Je vais tester. Du coup, tu as un vrai terminal. Attends, W? C'est le Windows. Ah, le Windows sur Linux, oui, j'ai Ubuntu. Oui, d'ailleurs, que j'ai absolument pas. Tout ça, c'est puissant dedans. J'avais Debian, les copier-coller, c'est CTRL minuscule C, CTRL minuscule V, ça fait. Mais oui, j'ai un truc comme ça qui tourne. Ah, voilà. Qui fonctionne plutôt bien. C'est juste, des fois, je dis complètement, tu vois, je ne pourrais plus faire toute la présentation là-dedans. Les copier-coller, à mon avis, ça marche plus. D'ailleurs, je me demande si j'ai mis. Ah bah oui, j'ai. Oh punaise. Tu installes ZSH, tu as déjà tous les cassés moins. C'est bon, non? Mais oui, oh punaise, quelle teubé. C'est-à-dire que je passe par PowerShell alors que je sais à côté. Ne faites pas la même chose à la maison, les enfants. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas une bonne idée. Moi, j'ai encore une question aussi. Vas-y. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait une demande, il y a tout le groupe VRA, SVC, machin, qui a droit, a priori, de pouvoir manager après l'environnement. Et vous donnez quoi tout nu comme doc pour dire comment se connecter, comment commencer? Alors ça, c'est... faut juste que je la refasse un peu plus jolie, parce qu'apparemment, on m'a dit que j'étais allé un petit peu trop copain. Mais du coup, il y a le site inside.epfl.ch. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ce n'est pas clair. On a déjà entendu parler des sites inside, ouais. De temps en temps, on déploie des choses. Alors, du coup, il y a ce site, XS, et dès que j'aurai fait mes petits correctifs, en plus de IAS, XAS, XAS, non, celui-là, IAS, voilà, Portal Home.
Ah oui, et puis New VM infrastructure. Et ben du coup, dans le même sens où il y a ça, et je sens que de toute façon, ça sera aussi utilisé que pour les VM, c'est-à-dire pas du tout. Mais en gros, il y aura sur ce site, il y aura une page Kubernetes avec les infos des plans, la taille des VM, les infos pour le network profile, les Ok, environnements. mais ça sera pour demander et tout ça. Mais pour commencer, une fois que j'ai tout, quoi que j'ai fait ma demande, Non, mais il y aura aussi, il y aura la page, tu te connectes avec le TKJ, get config, le nom de ton cluster, le nom de l'API, le certificat. Tu auras et une page puis tout ce qu'il faut, les outils qu'il faut, il faut bien télécharger tes également. outils. Ça sera sur cette page. Vous ne laissez Ok. pas finir mes phrases. C'est Non, fou, mais après ça, on a un les cluster équipes. là, lui, qu'on peut essayer tout de suite. Hein. Oui, mais si je sais pas comment démarrer. Bah, il a dit qu'il avait encore 10 minutes. Alors, ceci étant, il me semble que dans l'incident que Dominique, il me semble que j'avais mis le commande dans le mail, genre tu peux faire ci, tu peux faire ça. Peut-être. Mais Maybe. encore un mail qui a été lu. Hein. Mais bref, mais oui, sur cette page, enfin sur cette page, sur ce site, il y aura une page comment demander, qu'est-ce qu'on peut demander en day-to, comment se connecter, les tools. Je pense qu'il y aura un roulement parce que du coup, il faut faire attention à ce que les tools soient alignés, la version des tools soit alignée avec la version de TKJ et du cluster Kubernetes. Genre le kubectl, bah, c'est bien si dans sa version, ça correspond. Si, là, on est en 1.21, si je crois, pour Kubernetes, bah, c'est bien que le kubectl soit aussi un peu match. Parce que au début, on a eu des petites blagues comme ça. Mais du coup, il y aura, quand on mettra à jour TKGI, bah, il y aura des tools old pour l'ancienne version et les new. Et puis au bout d'un certain temps, bah, je virerai les old. Sachant que pareil pour la partie des mises à jour, je laisse pas le choix aux gens. Je les préviens. C'est fait par vague d'environnement. Genre, dès qu'il y a une mise à jour, je mets à jour pour commencer l'environnement de dev. Je laisse couler une journée. Les gens, voilà, ils le savent parce que je les aurais prévenus. Donc, il y aura un petit affiche dans le portail disant attention, mise à jour des clusters Kubernetes de telle date à telle date. Je mettrai à jour le dev, je laisserai tourner. Les gens me diront oui, non, attention, il y a peut-être ça qui a changé et ça me bloque moi à ce niveau-là. Laisse-moi une journée pour corriger pour le test. Je ferai le test et après une journée, si le test c'est OK, je fais la prod. C'était un petit aparté vu que j'y pense et que j'en ai pas parlé. Mais c'est vous qui tiquez, les gens. Ça termine au maître. Dominique, ou c'est toi qui as répondu, je trouve. Non, non, il n'y en a que 100 par page. Mais après ça, j'avais commencé à préparer une doc avec Laurent, potentiellement, et je l'ai toujours sur le coup, donc ça, je peux l'envoyer. Je vais t'envoyer. Mais moi, je fais volontiers des testeurs. Ok. Bah, je t'envoie la doc. Je sais qu'il y avait un ticket, mais. Justement, il n'y a pas de numéro de ticket là-dedans. Il a lancé le testeur et tout, mais il n'y a pas de ticket. Autre question? Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, j'ai une question, ouais, volontiers. Je suis assez clicodrome et j'aime bien les petites interfaces. Est-ce que vous connaissez K8S Lens? Pas du Et tout. est-ce que ça pourrait faire une idée? Je mets le lien dans le chat juste pour. Est-ce que justement ça ferait cette partie interface qui manque peut-être? Je ne connais pas du tout non plus, mais ça fait un moment que je lorne sous l'outil et Dominique, je j'aimerais crois qu'il savoir si voulait mettre quelqu'un au KD. Hein. KD qui est. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait écrit. Ouais, Dominique, mais il l'a dit. Ouais. Ouais. Bon. Au KD, Luc, c'est OpenShift. Oui, mais il a dit qu'on pouvait le remettre par-dessus. Ah, ok, je savais pas. Il me semble, hein, je suis pas. De toute façon, il a répondu à ces questions. Hein. On fait ce qu'on veut, du moment que c'est nous qui le gérons. Il n'y a aucun plan d'avoir un truc général. Centralisé, oui. Pour l'instant. Après, si c'est Octante, c'est vitesse. Bon, si personne ne connaît, je pense que je l'essayerai quand j'aurai l'occasion. Je pense que c'est des petites
temps que j'avais testé. Après, on sait que, par exemple, dans OpenShift, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire dans le terminal. C'est juste que des fois, c'est juste convenient d'avoir tout à côté de main, cliquer, avoir d'autres onglets, comparer. Mais non, mais vraiment, enfin, je veux dire, je sais pas si. Attends, je retourne un peu. Tada! Waouh. Essayez d'en faire autant à la maison. Euh, du coup, voilà. Alors après, j'ai dû de la info dessus. Bah, au Tétaron, il y avait un truc qui s'appelait Pod. Donc, on regarde Pod. Mais là, du coup, c'est parce que c'est dans le default. Alors, admettons, on va dire. Ah oui. Voilà. Donc, MariaDB, truc. Si tu cliques sur WordPress ou MariaDB. Version, metadata, YAML. Voilà. Clac, 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 clac. Un gros dilettante. En plus, en rouge. Et t'as vu, ils sont sympas. Attention, c'est les rouges. C'est pour faire ça qui va. Mais voilà. Après, du coup, ce que je dis, là, Softant, c'est un tool qui est à côté. Il se base sur les contextes que tu as en cours. Donc là, c'est pour ça, vu que je m'étais connecté, que j'ai les traitements de shell pour ce cluster, je fais un Octant et il repère celui-là. Pour choisir un contexte en particulier, s'il y a plusieurs clusters qui sont où les traitements de shell sont récupérés, alors après, ça, à voir. Mais là, je crois que c'est un petit chocolat Octant et puis c'est cadeau, ça fait ça. C'est bon. Je dois vous laisser. Merci beaucoup, Nicolas. Il n'y a pas de quoi, au plaisir. Merci. À bientôt. À plus. Salut. Donc, Est-ce voilà. qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore des questions ou... Puis si j'allais sur, c'est quoi, c'est Code Cloud, un magnifique site, certes c'est payant, il y a plein de formations, il y a un truc super marrant, c'est Game of Code, où en fait il te défonce ce truc et puis tu dois repérer comment réparer tout ce code. Ok, mais tu sais que ça existe en vrai, les Chaos Monkey. Et en fait, il y a plein d'outils, et si tu changes les outils de K-Vitesse, où justement c'est toute la merde dans les processeurs, c'est toute la merde pour que. C'est ça le lien, en fait. Ouais, Ça me fait rigoler. Il y en Ah, a, ça me fait rigoler. il y en a Et, pas mal. Quand t'as du temps. Ouais. Bah attends, de toute façon, ça. Voilà, donc, on a peut-être 2 jours. Hein. Nicolas. Hein? T'as le diagramme de 2 jours. Je crois pas. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai un peu. Non, je mets dans le Mais du coup. Donc, ça, c'est Chaos Monkey, d'accord? Ça, c'est le truc qui fout la merde dans ton cluster. En fait, à la base, des gens comme Google ils payaient des gens pour aller sur des boutons ou tirer des pistes ou des prises aléatoirement dans le data center. Ah, mais ça me parle, ça, du coup. Et puis, du coup, il y a le Cube Monkey. Alors, un truc déjà. Si jamais, il y a les Katakoda qui sont pas mal. Je sais pas si tu connais. Non, mais j'avais juste ce truc-là. Où ça m'a un peu éclaté le Game of Code. Mythonique. Je trouvais ça très rigolo. Game of Code. Là, j'ose espérer qu'un jour sur Rootme, il y a des trucs rigolos. Il y a des trucs rigolos sur Rootme. Alors, Tu sais oui, combien de jours on en fait souvent, 2 jours? Ouais, mais je sais pas si on fait les mêmes. Ah ouais, tu fais lesquels? J'aime beaucoup ce CQ. Il y a les CQ, ce network. Ce programmation, j'ai lâché. Ça m'a gavé. Peut-être qu'on pourrait s'entraîner. Hein. Non, mais j'en avais fait une chier en plus. J'en étais bien éclaté sur Rootme. Je l'avais bien testé aussi, c'était Nubi Context. Je l'avais poncé, j'ai bien rigolé dessus. Jamais autant appris que sur ce site. Netflix
Chaos Monkey. Chaos Monkey. Donc ça c'est le truc de base, puis du coup il y a Cube Monkey. Et ça c'est pour Cube. Ok. C'est bon, c'est bon. Tu commences ça fait tout, et puis toi tu connais. Chaos Monkey. Ok. Donc, on fait du rythme dans les deux jeux. Ouais, du coup, comme tu dis, on a fait plus, on a fait beaucoup avec les apprentis, donc on a fait un peu de Stegano, on a fait pas mal de. Ah, c'est bien, j'aime beaucoup. Tout ce qui est dans les images, les sons. Ouais. Ah, il y en a des énormes. C'est assez, c'est T'as assez fait cool. Base Jumper. J'ai fait- Ok. Et celui-là, on n'a toujours pas fini. Non, j'ai Mais fait, oui, alors, du coup, on a fait quasi beaucoup de rêves. Également, on a fait un peu des trucs de code où tu dois. Peut-être question, je me permets. on a fait Ok. qui, ben, capture de flag, on a encore plus. On a un dépôt Git avec tout ça. Ouais, c'est pas drôle. Il y en a, ils mettent toutes les solutions. Bref, Et, ben, merci beaucoup. il n'y a pas de quoi. C'était Merci. un plaisir. Je sais pas si ça a été intéressant pour tout le monde. On n'a plus que 4, hein? Non, il fait 8. Non, c'est juste là, on voit pas. Il y a